Merci d'être resté avec nous. Des sautes d'humeur, nous en vivons tous, des petits coups de déprime comme des moments de joie. Mais pour les personnes atteintes de troubles bipolaires, ces sentiments sont démultipliés. C'est l'alternance de phases d'exaltation et de phases de dépression. Alors, durant la phase d'exaltation, la personne est hyperactive, euphorique, inhabituellement volubile. Elle passe du rire aux larmes, fait beaucoup trop de projets. Elle peut également faire des dépenses inconsidérées, perdre toute inhibition, se mettre en danger, soit sur un plan sexuel, soit sur un plan d'autres addictions. Dans la phase dépressive, rien ne va plus. Tout se ralentit. La personne montre des signes de grande tristesse. Elle n'a goût à rien. Parfois, elle veut mourir. Et entre les deux, Benoît? Et entre les deux phases, la personne bipolaire retrouve un état presque normal que l'on appelle l'euthymie ou la normothymie. On estime que les troubles bipolaires touchent 3 à 4% de la population et se manifestent le plus souvent entre 25 et 35 ans. Et si la prise en charge s'améliore, de nombreux malades connaissent une longue errance médicale avant de voir leurs troubles correctement diagnostiqués. Comment reconnaître les troubles bipolaires? Quelle prise en charge est proposée aux patients? Est-ce que les traitements fonctionnent? Pour répondre à toutes vos questions, le docteur Guillaume Font. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre INSERM, Fondation Fondamentale. Et avec nous, Annie Labbé. Bonjour. 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 Alors juste avant que vous nous racontiez votre histoire, on a cette question. Pourquoi est-ce qu'on appelle maintenant trouble bipolaire ce qu'on appelait avant psychose maniaco-dépressive? Alors le mot bipolaire nous vient des pays anglo-saxons et avant on parlait effectivement de cette fameuse psychose maniaco-dépressive, sauf qu'en fait la plupart des gens qui souffrent de troubles bipolaires n'ont pas de psychose. Donc ça crée de la confusion, c'était des nomenclatures du début du XXe siècle. Maintenant ça permet d'avoir un mot simple qui se retient facilement et qui est beaucoup moins stigmatisant. Ça veut dire qu'ils ont une névrose et pas une psychose? Alors la distinction entre névrose et psychose fait référence à la psychanalyse et maintenant on a abandonné cette distinction, c'est-à-dire qu'on peut avoir un trouble de l'humeur, un trouble psychotique ou les deux en même temps et indépendamment de la névrose ou de la psychose. Il faut rentrer dans le 21e siècle. Non mais c'est très intéressant. Je ne savais pas tout Moi ça. non plus, je ne savais pas, je vous rassure. Annie Labbé, donc vous êtes présidente de l'association de patients bipolaires Argos 2001. Oui. On va d'abord parler un petit peu de vous. Vos troubles ont commencé à quel moment? Mais les troubles, je pense que je les avais depuis la petite enfance, mais ils n'ont été diagnostiqués que très tardivement. Et notamment, j'ai surtout eu une erreur de diagnostic à l'âge de 18 ans, puisque je présentais de la mélancolie, principalement. Et vous n'aviez pas ces périodes maniaques pendant l'adolescence? On ne le distinguait pas, mais moi, finalement, avec le retour, aujourd'hui, au recul, plus voyez. exactement, je m'aperçois que j'étais quand même une enfant qui bougeait, qui aimait vivre, et puis avec quand même des moments, notamment moi, à l'âge de 9 ans, une anorexie, puis reparti sur des moments où tout allait bien, et à 16 ans à nouveau une anorexie, et puis ensuite de la mélancolie profonde. Donc j'ai eu une erreur de diagnostic à cette époque, parce que finalement, on ne me voyait, les médecins ne me voyaient que dans des moments très profondément mélancoliques, et dans cette dépression dont on parlait tout à l'heure, et puis pas dans les autres moments. Et ça veut dire qu'on vous a traité aux antidépresseurs? Pendant 20 ans. D'accord. Alors qu'il m'aurait fallu des thymorégulateurs, et j'ai découvert cette pathologie lors d'un cursus de reconversion professionnelle. On va en parler, mais avant qu'il y ait ce diagnostic, comment vous êtes arrivé à gérer votre vie personnelle, professionnelle, avec justement ces symptômes pas diagnostiqués et pas traités? D'une manière très, très, très difficile, tant pour moi que pour mes proches, puisqu'ils n'arrivaient pas à se rendre compte de la raison pour laquelle je passais d'une humeur dépressive à une humeur d'hypomanie, pas d'exaltation. C'était plutôt... mais tout ça dans la même journée. Donc je pouvais passer d'un état dépressif à une hypomanie 4-5 fois dans la même journée, ce qui est très déstabilisant pour les proches et puis pour moi-même, bien sûr. Et donc un parcours professionnel chaotique tout de même. Alors la bipolarité peut-elle être détectée pendant l'enfance, justement? C'est une excellente question. Il y a des chercheurs qui font beaucoup de travaux là-dessus pour améliorer le diagnostic chez l'enfant. C'est très compliqué, parce que comme l'a dit Annie, il y a des symptômes qui ne sont pas classiques, pas typiques. Alors ça peut être de l'anorexie, ça peut être de l'hyperactivité aussi. Donc on n'a pas fait de lien très clair et parfois l'agitation liée à l'hyperactivité de l'enfant peut être confondue avec l'agitation liée à un trouble de l'humeur. Et l'humeur, l'expression de l'humeur chez l'enfant, c'est très compliqué à évaluer, de distinguer le normal du pathologique, parce qu'un enfant, par définition, ça ne régule pas son humeur en fait. Il apprend à réguler son humeur. Donc savoir ce qui est normal de ce qui n'est pas normal. Alors après, il y a des critères entre est-ce que c'est que à l'école, est-ce que c'est dans toutes les situations, à la maison aussi. Il y a des critères comme ça, on essaye d'affiner, mais surtout je pense que le message important c'est qu'il faut dédiaboliser ça parce qu'en fait on a quand même cette représentation que l'enfant ne peut pas souffrir de troubles psychiques et que
et que l'enfant est intouchable. Et souvent, les enfants mettent très longtemps avant de voir un pédopsychiatre pour poser un diagnostic. Donc, s'il y a une question, moi, j'invite les parents à aller consulter, au moins pour avoir des idées claires et proposer peut-être un suivi et faire de la prévention. On disait la prévention, c'est extrêmement important. Et est-ce que plus un trouble bipolaire est diagnostiqué tôt et identifié tôt, moins il prendra de l'ampleur par la suite? Ça, c'est valable pour toutes les pathologies psychiatriques. Effectivement, plus on arrive tôt, mieux on peut traiter, plus on protège le cerveau, c'est très important, on peut proposer des traitements. Et également, on pourrait même imaginer qu'on puisse éviter le déclenchement de la maladie potentiellement. Parce que si on arrive à dépister des symptômes précoces, c'est le cas par exemple pour la maladie d'Alzheimer aussi, où on essaye d'arriver avant le déclenchement de la maladie, parce qu'on se dit que c'est déjà trop tard quand la maladie est déclenchée, et donc proposer des stratégies de prévention. On nous demande pourquoi les troubles bipolaires sont si difficilement et si mal diagnostiqués. On a compris que les signes n'étaient pas simples. Mais est-ce qu'il y a des examens quand même? Voilà, c'est ce qu'on nous demande. Est-ce qu'il y a des examens éventuellement qui permettent de faire le diagnostic? Alors, c'est très difficile à diagnostiquer parce que l'état hypomaniaque, l'hypomanie, c'est l'état dans lequel on aimerait tous être idéalement. Ça veut dire qu'on est en pleine forme, on est hyper sociable, on dort peu, on n'est jamais fatigué, on mange moins, on maigrit. Plein de créativité aussi. Donc ça paraît parfait. Le problème, c'est qu'il y a un prix à payer derrière qui est la dépression. Et donc, on voit bien les fluctuations de l'humeur dans la vie. Donc ça, c'est cette partie-là qui est compliquée parce qu'en fait, comme le disait Annie, en fait, on voit les personnes en phase dépressive et pas en phase hypomaniaque. Parce qu'en hypomanie, on va bien, on ne va pas consulter. Et même les gens se disent, bon, bah, elle va super bien, donc finalement, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Après, pour la partie les tests, pour l'instant, on est uniquement sur des tests cliniques, c'est-à-dire qu'on a des questionnaires et on regarde bien aussi la périodicité, on regarde le retentissement, est-ce qu'il y a eu un impact sur la vie professionnelle, on en parlait, sur la vie sociale, sentimentale, etc. Familiale. Et on développe actuellement dans la recherche des biomarqueurs, des marqueurs objectifs de la maladie pour essayer de prédire effectivement qui va avoir un trouble bipolaire ou pas. Parce qu'on en parle de plus en plus aujourd'hui. Est-ce que du coup, comme c'est effectivement compliqué à diagnostiquer, est-ce que parfois on surdiagnostique pas? Est-ce qu'on n'étiquette pas bipolaire des patients qui ont d'autres troubles? Alors c'est une excellente question parce qu'effectivement, il y a cette idée qui traîne que maintenant tout le monde est bipolaire, tout comme on disait, tout le monde est dépressif, tout le monde est hyperactif. Et effectivement, il y a ce risque de la création de maladies qui n'existe pas, entre guillemets. On dit qu'on devient de plus en plus exigeant et que finalement on ne respecte pas le droit à la différence. Enfin, c'est un peu l'idée qui traîne dans la population. Alors que les études montrent exactement l'inverse. Comme l'a dit Annie est restée pendant 20 ans sous antidépresseurs alors qu'elle a besoin d'un régulateur d'humeur, ce qui veut dire que le trouble bipolaire n'a pas été diagnostiqué. Donc c'est l'inverse qu'on voit dans les études. On rattrape en fait tous les non-diagnostics aujourd'hui. Voilà, on voit que c'est comme pour la dépression d'ailleurs, qu'il y a un énorme pourcentage des patients qui sont non diagnostiqués ou trop tard en fait. Valérie est inquiète pour son fils de 18 ans qui est bipolaire depuis 3 ans, qui a été diagnostiqué il y a 3 ans, et qui accumule les conquêtes depuis peu. Cela peut-il être lié à sa maladie ? Alors effectivement, dans les phases d'exaltation, il y a une augmentation de tout. Donc une augmentation de l'énergie, une augmentation de la libido, une augmentation de la sociabilité. Et donc la question, effectivement, c'est vraiment de dépister si est-ce que c'est lié à une élévation de l'humeur. Et ça, c'est pour ça que le psychiatre est important, parce que c'est lui qui va pouvoir déterminer s'il y a une modification de l'humeur ou si c'est juste une période de la vie où finalement ça va bien et que c'est une période de l'adolescence où on a envie effectivement d'aller expérimenter différentes choses. Mais c'est important parce que c'est souvent avec prise de risque, sans préservatif, et avec des conduites qui sont effectivement à risque. Effectivement, c'est la question du retentissement et de la prise de risque qui est déterminante et qui permet souvent de faire le diagnostic, parce qu'il y a des prises de risque aussi sur la conduite automobile. Alors, ce qui est très compliqué à cette période-là, c'est qu'il y a des alcoolisations souvent massives, des prises de toxiques, du cannabis, de la cocaïne parfois, et que du coup, on mélange tout ça en disant c'est une crise d'adolescence, c'est l'effet de l'alcool, c'est l'effet de la cocaïne, etc. Et on laisse passer le trouble bipolaire comme ça. Vous avez vécu ces prises de risque ? Oui, j'ai vécu cette prise de risque. Oui, j'ai roulé un peu trop vite également. Des conduites, addictives, non, mais j'ai dépensé plus d'argent que ce qu'il ne fallait à certains moments. Et surtout, au niveau professionnel, j'aimais bien me remettre en question. Ça m'a réussi certaines fois, mais ça a failli me coûter ma maison une fois. Avec une association, avec quelqu'un qui s'est révélé pas du tout fiable, plutôt un escroc qu'autre chose. Et à quelques minutes près, je pouvais perdre ma maison parce que je m'étais portée caution. Et tout ça, c'est prise de risque parce qu'on est dans la créativité, on veut se lancer, c'est le moment où tout va bien. Et puis après, tous les risques sont là. Donc d'où l'importance, vous le disiez, d'être suivi régulièrement par un psychiatre. On a suivi Manuel chez son médecin. C'est un reportage de Hélène Defer et Pierre Ascar. Depuis 2 ans, Manuel est suivi dans cette clinique psychiatrique. Il y participe à des groupes de parole avec d'autres patients bipolaires, ce qui lui a permis de se sentir moins seul.
On se rejoignait beaucoup sur les symptômes de la dépression, sur la douleur, sur la souffrance, sur l'idée de mort qu'on en a, qui n'est pas forcément une idée de mettre fin à ses jours, mais c'est une nécessité de vouloir arrêter la souffrance. Ouais, voilà. Bonjour. Bonjour. Une fois par mois, Manuel fait le point avec son psychiatre, un suivi médical qu'il a longtemps refusé. Il aura fallu une grave crise maniaque et une hospitalisation pour qu'il soit pris en charge. Un jour, on m'a dit, vous êtes malade, vous êtes bipolaire. J'ai dit, c'est génial, vous allez me donner les médicaments, puis je rentre chez moi après. Et là, il m'a dit, non, ça ne se passe pas comme ça. Le diagnostic est difficile à admettre, c'est-à-dire que je vais me mettre une dizaine d'années pour accepter la maladie, quoi. Au passage, j'ai tout perdu, quoi. Enfin bon, comme beaucoup de mes confrères, quoi. En partageant son expérience avec d'autres patients, Manuel apprend à mieux connaître sa maladie. Qu'est-ce que cette dimension du partage en groupe vous apporte ? Et ça m'a permis d'identifier des petits détails tout cons. Moi, par exemple, à chaque fois que j'ai une crise maniaque, largement avant, je suis à fond dans la musique classique, quoi. Mais alors pas un morceau, c'est 2-3 morceaux et puis 24, quoi. C'est essentiel, capital, qu'il arrive à détecter précocement les premiers symptômes, parce qu'il va pouvoir non seulement nous alerter, et on va pouvoir intervenir en termes de traitement, mais en plus il va pouvoir lui prendre des mesures qui permettent d'éviter, d'aggraver les symptômes et faire en sorte que justement on passe à côté de l'épisode, quoi. Des épisodes maniaques extrêmement destructeurs pour le patient et sa famille. Moi, je suis Dieu en phase maniaque. J'étais méchant avec mon entourage. Voilà, ça allait pas vite, quoi. Les autres étaient dans un monde, moi dans le mien. J'avançais, je construisais. Et ça fait des dégâts. J'ai perdu une entreprise, j'ai perdu ma femme, mes gosses. Enfin bon, tout est voilà. Donc c'est quand même pas rien, quoi. Voilà. Pour calmer ces variations extrêmes de l'humeur, les outils thérapeutiques, dont le lithium, doivent être adaptés à chaque patient. C'est l'association pour un patient donné, d'un traitement donné, dans une prise en charge plus globale, avec de l'éducation thérapeutique et éventuellement d'autres outils qui vont faire un résultat satisfaisant. Sachant que avoir un traitement thymorégulateur au long cours, ça reste quand même le pilier de la prise en charge. Depuis 1 an, grâce à ce suivi médical, Manuel a apprivoisé sa maladie. Aujourd'hui, le fait de me dire, tiens, finalement, j'ai une pathologie psychiatrique, je suis obligé de le reconnaître déjà, et puis de vivre avec. Alors, elle ne disparaîtra pas, mais je peux vivre avec. Aujourd'hui, je sais que je peux vivre avec. Et ça, c'est fondamental, quoi. Partout en France, 10 centres experts spécialisés dans le suivi des troubles bipolaires accueillent des patients comme Manuel. Annie, est-ce que vous savez pertinemment que vous êtes dans une phase hypomaniaque ou l'inverse, ou est-ce que c'est toujours après coup que vous vous rendez compte que vous avez traversé une phase maniaque ou une phase dépressive? Alors moi, je suis dans le cadre quand même atypique des troubles mixtes, troubles 2, on dit ça. Et donc avec cette hypomanie et la dépression qui se succédaient. Maintenant que j'ai eu le diagnostic, les choses se sont équilibrées. Par contre, pour répondre à votre question, non, je ne me rendais pas compte. C'est le retour des autres, de mes proches, le lendemain, notamment matin, souvent, qui me disait, dis donc, tu te rappelles de ce que tu m'as dit hier soir, tu te rappelles de ce qui s'est passé? Et je ne me souvenais pas forcément des excès que j'avais pu avoir. Et évidemment, la fatigue, il faut faire très attention à son hygiène de vie. Donc, s'il y a trop de débordements, trop de stress, trop de bouleversements, ça fait monter l'hypomanie. Et après, le retentissement se fait bien sûr pour nos proches. Et on est au courant grâce à nos proches. Mais on le sent quand même. Il ne faut pas dire qu'on ne le sente pas. On sent bien qu'il s'est passé quelque chose de particulier. Et quelque part, l'oubli favorise aussi le fait que de la culpabilité. On se sent quand même coupable d'avoir dérangé les autres. Donc ça fait partie du traitement, ça, d'organiser la vie le plus possible? Exactement, c'est une des mesures non médicamenteuses qu'on peut vraiment recommander. Alors c'est injuste, parce que ça veut dire que les personnes qui souffrent de troubles bipolaires, elles ont moins le droit elles ont le droit, mais elles doivent faire plus attention que les autres à moins d'excès, moins de débordements, se coucher plus tard, boire de l'alcool, le tabagisme, tout ce qui peut influencer le cerveau. En fait, c'est un cerveau qui est vulnérable à la dérégulation, c'est-à-dire que l'humeur va se déréguler plus facilement. Donc tout ce qui peut atteindre la régulation de l'humeur, comme le stress, on l'a dit, comme la privation de sommeil, vont être plus impactantes pour ces patients.
Paul nous demande si on peut arrêter son traitement d'un coup sans risque ou si ça peut induire des complications. Déjà, le traitement, est-ce que c'est toujours le même? C'est toujours un thymorégulateur? Il y en a qu'un toujours ou pas? Alors jamais arrêter le traitement d'un coup sans avis d'un psychiatre. Voilà, ça c'est le message clair. Sûr. Pourquoi? Parce que le cerveau aime pas la brutalité et donc le cerveau, en fait, il met du temps à s'habituer au traitement et quand on l'arrête, il demande de la douceur, donc il demande de décroissance progressive et surtout, c'est avec l'avis d'un psychiatre. Dans le trouble bipolaire, au jour d'aujourd'hui, il n'est pas recommandé, une fois que le diagnostic est posé, d'arrêter son traitement parce qu'on a diagnostiqué une vulnérabilité du cerveau et donc le cerveau va avoir besoin d'une aide à réguler son humeur. Pour l'instant, il n'y a pas de cas de trouble bipolaire où on peut dire on peut arrêter le traitement. Et il n'y a pas d'échappement au bout d'un moment au traitement? Alors, on voit parfois des échappements à certains traitements et on ne comprend pas encore très bien les mécanismes par lesquels le cerveau échappe. Alors généralement, ce qui se passe, c'est qu'en début de maladie, le cerveau répond très bien aux médicaments, on a besoin de doses plutôt faibles et puis après, le cerveau s'habitue et puis il faut augmenter les doses. Mais généralement, on peut garder le même traitement tout au long de sa vie et sans que ça pose de problème. S'il y a une petite phase dépressive, une petite phase hypomaniaque, on régule le traitement, on met un traitement adjuvant, ça c'est possible. C'est un médicament que vous prenez tous les jours? Oui, tous les jours. Un traitement qui a été adapté, qu'on a tâtonné au début, et notamment c'était plutôt le thymorégulateur de base, et il s'est révélé qu'avec le trouble dont je souffre, il a fallu faire une adaptation et un autre traitement qui me correspond bien et qui est bien régulé. Oui, il faut le prendre tous les jours. Veiller à son hygiène de vie, veiller au sommeil. Guillaume, je me couche quelquefois très tard, mais je fais très attention les jours suivants à rétablir mon temps de sommeil. Autrement, je sais que je vais à la catastrophe. Ça oblige à bien se connaître. Voilà. Il faut apprivoiser la maladie et il faut l'accepter et il faut se connaître. Alors, apprivoiser la maladie et vivre avec, c'est aussi le rôle des associations de patients. Ils y trouvent Solidarité et Écoute. Hélène Defer, Mathias Denisot et Régis Sarrazin ont assisté à un groupe de parole. Ce matin, ce groupe se réunit pour discuter de l'impact de leurs troubles bipolaires sur leur vie de tous les jours. Des rencontres initiées il y a 3 ans par William, à la tête de l'association des hypersensibles. Travail, famille, amour, tous les sujets sont abordés et loin des médecins, la parole se libère. Le jour où moi j'ai quitté un câble, ça a été juste une fois, ce qui m'a fait, voilà, on m'a diagnostiqué lié à ça. Après, ça a été l'analyse de qu'est-ce qu'on veut que je sois et du coup, voilà, j'ai jonglé entre les médecins pour faire croire que. Et moi, je suis sorti de l'hôpital en étant encore délirant. Mais je ne supportais plus l'hôpital psychiatrique. Ah oui, parce que c'est un enfer. C'est pareil, moi. Pouvoir parler à d'autres personnes qui ont cette sensibilité en commun, qui ont même parfois des expériences en commun, l'expérience de l'hôpital psychiatrique par exemple, qui ont des difficultés en commun à s'intégrer dans cette société, à trouver sa voie. C'est très soulageant en fait. Et toi au boulot ça te pose aucun problème? Je veux dire, t'en parles pas et... Non, je peux pas en parler. Je peux pas. J'en ai parlé fut un temps quand je travaillais en tant que salarié, mais si tu veux, on a fait en sorte de me pourrir la vie et donc j'ai arrêté aussi sec le travail, quoi. Donc maintenant j'en parle plus, au moins c'est clair. ça m'a... Tac. Ah, ça m'a vacciné pour la vie, ça. Et si jamais tu fais une rencontre amoureuse? C'est fait. Non mais, et du coup t'en as parlé ou dès le début? Bah ouais, une semaine. Donc une semaine. Ouais. Il a bien pris? Ouais. Sauf que je fais des phases assez spectaculaires tous les jours, mais qu'il comprend pas, mais il a bien pris. Quand on parle à des gens qui sont pas bipolaires ou qui n'ont pas de troubles, la première réaction c'est la peur. Donc en fait ils ont peur de nous, c'est pas du rejet, en fait ils ont peur. Du coup on se dit on n'a pas envie de blesser les gens, on n'a pas envie de leur faire peur, on n'a pas envie de les éloigner d'eux, donc on arrête, on se tait. Alors que là, de pouvoir en parler et en rire, c'était une libération, et du coup ça sort et finalement ça n'a plus trop d'importance en fait. Avec mes amis, avec ma famille, avec ma femme, la compréhension c'est compliqué parce que moi-même j'ai du mal à comprendre mon trouble. Et avec ce groupe-là, justement, on est apte à comprendre et à entendre et à être nous-mêmes, en fait. De telles rencontres sont organisées plusieurs fois par mois par l'association et partout en France. Johan nous demande pourquoi les psychiatres n'incluent pas toujours l'entourage proche dans le traitement de la maladie. Ça me paraît essentiel. Alors, grande question, l'accès des familles aux psychiatres.
Alors, il y a des confrères et des consoeurs qui pensent qui disent, voilà, moi, la relation, c'est avec mon patient est adulte, majeur, donc c'est avec lui que je fais le soin. Et puis il y a des situations, comme l'a dit Annie, où en fait dans la phase aiguë, on se rend pas compte en fait de la maladie qu'on a et du coup on n'est pas le meilleur juge de sa propre maladie à ce moment-là. C'est ça qui fait la différence entre la psychiatrie et les autres spécialités médicales, c'est que quand la personne a sa rationalité qui est altérée par la maladie, à certains moments on ne peut pas prendre les bonnes décisions. Et donc du coup là à ce moment-là, moi ce que je recommande c'est effectivement d'inclure l'entourage. Après il faut avoir les moyens de le faire, il faut avoir le temps aussi et ça c'est compliqué parce que les CMP ont de moins en moins de temps pour recevoir les centres médico-psychologiques, donc le service public a de moins en moins de temps, de moins en moins de psychiatres, et donc ça va de plus en plus vite. Ça c'est compliqué, mais il y a aussi les associations qui sont très importantes pour ça. Mais justement, on a vu le groupe de parole. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir de temps en temps des groupes de parole avec le psychiatre et les familles pour aider les familles à aider leurs proches malades? Oui, ça existe déjà, c'est encore trop rare, mais il y a des psychiatres qui effectivement vont animer des groupes de parole, ça existe déjà. On va passer la parole à Annie qui va... Je ne vais pas aller dans ce sens-là. Oui. Il est important que nous nous retrouvions entre pairs. Et les pairs, ça veut dire aussi les patients, mais également les proches. À Argos 2001, nous faisons des groupes, bien sûr, patients, des groupes proches, des groupes de parole, mais nous faisons surtout, et très 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 souvent, des groupes de parole mixtes, où le proche et le patient est présent, le proche n'étant pas forcément avec son patient à lui, mais avec un autre, ce qui fait qu'il y a... Ça ne peut pas être animé par un psychiatre, ça? Non, c'est animé. On y tient beaucoup à Argos, que ça soit animé justement par nous, parce qu'on connaît bien, évidemment, raison de connaître la maladie, d'avoir fait tout ce qu'il fallait pour animer un groupe de parole, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a des patients experts maintenant dans les troubles bipolaires. Des patients experts, bien sûr. Et cet effet miroir est spectaculaire. Parce que, évidemment, on ne se retrouve pas avec le même proche, le même patient, mais ça fait écho immédiatement. D'où, excusez-moi. Je rejoins Annie là-dessus, parce que c'est une évolution formidable de la médecine actuellement, c'est que les patients s'emparent vraiment du traitement et font des choses en dehors du corps médical. Et ça, c'est très important que ces moments-là existent. En fait, ça dépend de l'objectif. Par exemple, un groupe animé par un psychiatre pourrait être un groupe d'éducation aux médicaments, aux effets secondaires, etc. D'éducation thérapeutique. Voilà, exactement. Et puis, donc des groupes de pairs, PAIRS, effectivement, sont très importants aussi pour avoir une parole libérée, ne pas avoir besoin aussi, et pouvoir partager des expériences entre patients. Il y avait aussi une question de Laurent, qui était un conjoint d'une personne bipolaire, qui disait on parle toujours des bipolaires, mais jamais de leur conjoint. On imagine que c'est une situation évidemment très complexe. Il y a énormément de souffrance pour les conjoints qui se sentent incompris, qui ont du mal à expliquer en fait ce qui est en train d'arriver, et que souvent justement la première chose c'est que le conjoint pense que c'est la relation de couple qui est en jeu, en fait, que c'est quelque chose qui ne va pas dans le couple, alors qu'en fait son conjoint a un trouble bipolaire et que du coup il y a des périodes d'irritabilité, des périodes d'agressivité, des prises de risques, des comportements qu'il ne comprend pas. Il se dit c'est une crise de couple, alors qu'en fait pas du tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Demain, dans Allo Docteur, on répondra à toutes vos questions sur l'inceste. On verra comment lever le tabou face à ce drame. D'ici là, passez une bonne après-midi. Et à demain donc.